Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptost Academy pour une nouvelle vidéo d'analyse on-chain. J'espère que vous allez bien. Comme à notre habitude, on va s'intéresser à ce qui se passe en ce moment sur le marché des crypto-monnaies. On va surtout faire un suivi de la dynamique en cours sur le marché du BTC qui, encore une fois, drive beaucoup ce qui est en train de se passer dans l'ensemble du marché des crypto-monnaies en ce moment. Donc on va pas s'attarder sur certains altcoins comme l'Ether, comme le Solana, comme le BNB ou d'autres. Je vais laisser mes confrères Koban et Vincent Gann vous parler des altcoins. Moi, je vais vraiment me concentrer sur la structure du marché du BTC en ce moment. Et, les retombées en fait de ce qui s'est passé après les purges des spéculatifs des semaines passées et observer un peu comment est-ce que la tendance et la structure du marché se reconstruit après ces événements, à la fois sur le court terme et on va aussi regarder un peu ce qui se passe sur le long terme d'un point de vue cyclique pour le marché. J'espère que cette vidéo vous plaira. Il y a pas mal de choses qu'on va aller regarder ensemble. Bien sûr, avant de commencer, je vous invite comme d'habitude à aller nous suivre et nous soutenir sur la chaîne YouTube de Cryptost Academy, à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien louper de nos prochains contenus, notamment les analyses de Vincent et de Koban et de moi-même. Ça me fait vraiment plaisir de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier notre contenu et à nous soutenir. Donc merci encore à tous et on va se lancer dans la vidéo tout de suite. Premièrement, petite analyse graphique pour remettre un peu dans le contexte ce qui s'est passé au cours des dernières semaines. Donc, nous avions eu des périodes de volatilité assez importantes et même croissantes, avec la liquidité qui allait chercher à la fois les shorts puis les longs dans tous les côtés. On en avait parlé la semaine dernière. Et donc, suite à la correction, à la purge spéculative qu'on a connue la semaine passée et à la recave ensuite qu'on a eu très très récemment, le prix du BTC a réussi à se maintenir aux alentours des 107, 108, donc à conserver grosso modo le range entre les 108 et les 117 000 dans lequel il semble encore évoluer jusqu'à présent. Et sur les derniers jours, juste hier, on a eu un petit peu de volatilité haussière. Pour redonner un peu de contexte, on est venu chercher ici des liquidités short pour ensuite repartir directement après. Cet événement de volatilité, il a été concomitant avec la chute du marché de l'or qui avait atteint de nouveaux ATH. Il y avait beaucoup de gens qui commençaient à s'intéresser, à vouloir acheter de l'or physique. Et la théorie la plus reconnue par les analystes, c'est que la volatilité haussière qu'on a connue hier, c'était une rotation du capital des gens qui prenaient du profit sur l'or et qui allaient acheter du BTC. Donc ça, c'était le scénario principal jusqu'à ce que la hausse soit totalement invalidée, qu'on vienne faire un parfait, je ne sais plus comment elle s'appelle cette figure, mais ça pourrait donner des idées de nom à pas mal de personnes. Et donc dans l'ensemble, si on regarde la structure à court terme du marché du BTC, on a toujours des plus bas qui sont plus hauts que les précédents. Donc dans l'ensemble, on est toujours sur une phase de reprise, de stabilisation qui pourrait amener à une tentative haussière. Par contre, quand on voit à quel point le prix peut monter et descendre rapidement, on sent que le marché actuellement n'a pas encore un comportement parfaitement organique, n'a pas encore un comportement idéal qui pourrait donner lieu et naissance à une hausse viable. Voilà un peu pour le contexte à court terme. Maintenant, on va se poser les questions de où se situe le marché du BTC dans son cycle et est-ce que les corrections qu'on a eues récemment et le prix qu'on a actuellement n'est pas en train potentiellement de nous offrir des opportunités, une forme de dernière chance? C'est ce qu'on va voir. Donc, durant les semaines dernières, notamment avec l'analyse de la semaine passée, on avait bien estimé le fait que les marchés spot avaient subi beaucoup moins de pertes que sur les marchés dérivés, ce qui était plutôt logique vu qu'on était sur une capitulation des marchés dérivés, une purge spéculative et pas sur une réelle capitulation des investisseurs et des réels détenteurs de BTC. Aujourd'hui, on va se concentrer donc sur les marchés spot pour essayer d'estimer la position du BTC au sein de son cycle haussier. On va d'abord regarder la situation des investisseurs à court terme, notamment en termes de rentabilité et de comportement de dépenses. Et ensuite, on va s'attarder sur le comportement aussi des investisseurs à long terme, notamment sur leur comportement de dépenses. Et on va comparer leur volume avec ceux des ETF Bitcoin Spot pour essayer de comprendre un peu quel poids peut peser en ce moment ou pas sur le marché. Ce graphique, pour commencer, vous le connaissez, on en a déjà beaucoup parlé. C'est un graphique que j'appelle le canal de prix à court terme du BTC. C'est simplement une étude statistique qui récupère ici en orange le prix réalisé des investisseurs à court terme, donc le prix moyen d'achat des BTC qui ont été accumulés sur les 6 derniers mois, grosso modo. Et après, on en fait un écart type au-dessus, un écart type en dessous et une moyenne pour essayer d'estimer quelles sont les bornes à court terme du marché du BTC. Et ce modèle fonctionne particulièrement bien parce qu'il a été capable à la fois de capturer tous les points bas des tendances baissières depuis le début du cycle en 2023, mais aussi tous les points hauts, les points de saturation haussier où il est plus intelligent de commencer à prendre des profits
Donc jusqu'à preuve du contraire, ce modèle il marche plutôt bien. Et où est-ce qu'on se situe actuellement? Eh bien en fait, on est actuellement en train de tester la borne inférieure de ce canal, donc zone à partir de laquelle on peut avoir des creux locaux qui vont se former. Il faut savoir que la borne elle est située aux alentours des 106 000. On pourrait évidemment, comme lors de l'été 2024 ou notamment en début 2025, aller chercher un petit peu en dessous de cette borne, ce qui ne serait pas un problème. Donc avoir une extension un petit peu en dessous permettrait d'avoir justement une capitulation locale des investisseurs à court terme qui serait très bénéfique parce que ça donnerait des signaux d'achat particulièrement intéressants. Pour l'instant, on n'est pas encore dans ce cas de figure, on se situe encore au-dessus de cette borne, mais on a déjà à mes yeux une zone d'opportunité qui est statistiquement intéressante. Si on va chercher un petit peu plus bas, je considère que tout prix qui est supérieur à 100 000 mais qui est inférieur à cette bande, donc tant qu'on chute en dessous de cette bande mais qu'on garde les 100 000, pour moi il reste encore une opportunité à aller chercher pour le marché du BTC. Au-delà, si on invalide les 100 000, comme je l'expliquais il me semble que c'était la semaine dernière, eh bien je pense qu'on pourra sérieusement se poser les questions de la fin du bull market, mais on n'y est pas encore. Pour l'instant, justement, on peut voir qu'il y a quand même des opportunités sur les marchés spot qui peuvent encore se manifester. Un autre argument qui est particulièrement solide pour étayer cette thèse, c'est notamment la condition de rentabilité des investisseurs à court terme. Les investisseurs à court terme, qu'on appelle aussi STH pour Short Term Holders, ce sont des participants qui acquièrent leur BTC sur moins de 155 jours et c'est le groupe qui est le plus impacté par la récente correction parce que c'est ceux qui ont accumulé tout au long des derniers mois, en fait, de mai jusqu'à maintenant. Et donc, ce sont ces investisseurs qui peuvent se sentir piégés par la tendance actuelle et peuvent du coup commencer à réaliser des pertes et une pression et augmenter leur pression de vente sur le marché de manière significative. On peut faire capituler les investisseurs à court terme sans que le marché n'entre dans une phase corrective très très délétère, comme c'est arrivé notamment durant les phases qu'on a connues en août 2023, à l'été 2024 et en début 2025. Ce graphique, c'est donc le pourcentage d'offres en profit des investisseurs à court terme. Il nous permet d'estimer si l'offre détenue par les investisseurs à court terme est vraiment beaucoup en profit ou est-ce qu'elle est plutôt en perte. Donc là, on n'est pas sur la qualité du profit, on est sur la quantité du profit. Et ce qu'il faut comprendre, ici on va se concentrer sur les valeurs basses, c'est que lorsqu'on enregistre un pourcentage d'offres en profit des investisseurs à court terme qui est statistiquement bas, c'est-à-dire en dessous de la borne verte qui est estimée à peu près à 25%, donc lorsqu'on a moins d'un investisseur à court terme sur 4 qui est rentable, eh bien on arrive sur des points de capitulation locale où les investisseurs à court terme sont trop peu en profit et sont trop peu nombreux à être rentables. Et ce qui se passe, c'est que ça met une pression psychologique, une pression sur le marché qui est assez importante et ils ont tendance à réaliser des pertes pour se couvrir. Et c'est à ce moment-là, au niveau de ces capitulations locales, qu'on peut justement entrer parce que leur douleur, leur perte est aussi une opportunité pour ceux qui veulent acheter du BTC pendant les soldes. Il faut savoir que vendre au niveau de ces bottoms n'est vraiment pas une bonne idée. C'est plus intéressant de s'exposer au marché au niveau de ces bottoms. Et statistiquement, durant toute la période qui nous sépare du début du bull run jusqu'à maintenant, c'est-à-dire depuis début 2023 jusqu'à actuellement octobre 2025, eh bien, à chaque fois qu'on a enregistré des valeurs qui étaient inférieures à ce seuil de 25%, eh bien, ça signalait un bottom. Maintenant, la question c'est, est-ce que cette fois ce sera différent ou est-ce que ce sera strictement la même chose? Pour le moment, on ne peut que supposer que c'est une opportunité supplémentaire, notamment au vu du fait qu'on est aussi aux alentours de la borne statistique pour le prix réalisé des investisseurs à court terme. Donc dans l'ensemble, on voit bien qu'on rentre sur des niveaux actuellement où, historiquement, durant ce bull run, eh bien, on a eu des opportunités d'achat qui se sont formées. Donc je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument acheter et mettre votre maison en hypothèque pour acheter du Bitcoin maintenant, c'est pas du tout l'idée. Par contre, par rapport à ce qu'on a vu pour ce cycle haussier en particulier, parce qu'on pourrait le comparer avec les cycles précédents, mais ils n'avaient pas du tout la même structure. Pour le cycle actuel exclusivement, eh bien, on arrive dans une zone où à chaque fois, 3 fois précédemment, en 2023, 2024 et 2025, on a eu des opportunités d'achat. Donc ce sera très très intéressant de voir ce qui va se passer au cours des prochaines semaines de ce point de vue. Maintenant qu'on a vu la quantité de rentabilité de l'offre pour les investisseurs à court terme, on peut aussi se poser la question de la qualité de leur rentabilité. Et afin d'évaluer plus en profondeur leur situation, on peut notamment estimer les pertes latentes ou les profits latents des investisseurs à court terme grâce au STH MVRV. Simplement aller comparer le prix moyen d'achat
des investisseurs à court terme avec le prix du marché et savoir est-ce que le prix du marché est inférieur ou supérieur à leur prix moyen d'achat. C'est un graphique qui donne un signal sensiblement similaire à celui qu'on a ici avec le prix réalisé des investisseurs à court terme, c'est juste qu'il est sous une autre forme et on arrive aussi à faire des analyses statistiques qui sont un petit peu différentes. Mais dans l'ensemble, cet indicateur donc mesure la rentabilité moyenne de l'ensemble des investisseurs à court terme et il offre un aperçu intéressant de leurs conditions à un instant T. Ce qui nous intéresse ici, c'est que ce ratio STH-MVRV, lorsqu'il est inférieur à 1, il indique que les investisseurs à court terme sont plutôt en perte. Lorsqu'il est supérieur à 1, il indique que les investisseurs à court terme sont plutôt en profit. On peut ici voir des moments où le profit est statistiquement plutôt élevé, ce qui va nous amener à souvent signaler des sommets locaux, ou on peut aussi identifier des moments où le profit est plutôt bas, même si on n'a pas franchi la bande statistique durant ce cycle, des valeurs plutôt basses où on arrive proche de bottom, proche de creux locaux. Qu'est-ce qu'on voit actuellement au niveau des valeurs pour le STH-MVRV? Eh bien, on voit qu'il se situe aux alentours des 0,95. Une valeur de 0,95 pour le STH-MVRV, ça veut dire qu'on a une perte latente moyenne de moins 5% pour les investisseurs à court terme, ce qui signifie qu'ils font face à un stress financier modéré. Donc, c'est pas un stress aussi important que ce qu'on a pu enregistrer durant les corrections précédentes où on était quasiment chuté aux alentours des 0,85, où on était à moins 15%. Donc là, on a une perte latente pour les investisseurs à court terme qui est 3 fois moins importante que lors des phases de capitulation locale précédentes. Et donc, on a affaire à un stress financier qui est modéré, mais qui pourrait, pourquoi pas, s'intensifier et amener à une véritable capitulation du marché si jamais on venait revisiter la zone des 100 000. Donc, on n'est pas encore sûr qu'on va recaler plus bas, mais jusqu'à preuve du contraire, dans tous les cas, on a les investisseurs à court terme qui sont un petit peu en perte. Et ça, c'est le signal, c'est un des signaux constructifs qui peut nous permettre de nous dire, ok, bah là, ça peut être intéressant de s'exposer sur le marché. Dans tous les cas, c'est plus intéressant de s'exposer au marché lorsque les investisseurs à court terme sont en perte que lorsqu'ils sont en profit, notamment durant un bull market. Ça nous permet d'acheter les corrections et de ne pas acheter les sommets locaux. Enfin, un autre indicateur qui nous permet aussi de suivre le comportement des investisseurs à court terme, c'est le STH-SOPR, le Spend Output Profit Ratio, qui nous permet de mesurer le ratio de rentabilité des dépenses des investisseurs à court terme cette fois-ci. Donc on ne va pas mesurer la rentabilité latente comme avec le graphique précédent, mais on va mesurer cette fois-ci la rentabilité réalisée. Encore une fois, on va être capable de mesurer si les investisseurs à court terme sont en train de dépenser en profit lorsque l'indicateur est au-dessus de 1, lorsqu'ils dépensent en perte lorsque l'indicateur est en dessous de 1, et aussi les analyses statistiques nous permettent d'isoler les moments où il y a des fortes zones de prise de profit qui font augmenter la pression de vente sur le marché, ou les moments où il y a une forte prise de perte qui va amener à un épuisement de la pression de vente des vendeurs sur le marché à court terme. Actuellement, la valeur du STH-SOPR, elle est très proche de 1. Lorsque j'avais enregistré les premières valeurs hier, on était à moins 2%, donc c'était grosso modo une valeur qui était plutôt faible. Actuellement, on est en train de retester la borne 1, et ça va être quelque chose d'assez intéressant, parce que, comme vous le savez, on a déjà utilisé cet indicateur sous différentes formes plusieurs fois, et bien le STH-SOPR, il est très important qu'il conserve la majorité du temps des valeurs au-dessus de 1, parce que 1, c'est vraiment la zone de gravité qui va permettre de définir si on est dans une tendance baissière ou on est dans une tendance haussière à court terme. Lorsqu'on est en dessous de 1 et que 1 sert de résistance, comme vous pouvez le voir notamment ici, eh bien on est clairement dans une tendance baissière et il faut qu'on repasse au-dessus pour arriver à réindiquer une tendance haussière et ensuite on rebondit par-dessus. Donc pour l'instant, on est dans une phase un peu transitoire où on ne sait pas encore si on va aller buter sur 1 et rechuter, recaver et avoir un comportement similaire à ce qu'on a connu entre notamment février et avril, ou est-ce que justement on va peut-être réussir à repartir par-dessus, pourquoi pas comme un comportement comme ce qu'on avait eu en octobre 2023, avec une nouvelle impulsion et on va rebondir et on va aller chercher pourquoi pas des zones statistiques plutôt élevées. Pour l'instant, c'est difficile à dire, mais ça nous montre quand même que malgré la baisse, eh ben, la pression de vente des investisseurs à court terme, elle n'a pas du tout atteint un niveau de panique qui déclenche habituellement une vraie capitulation pour les investisseurs à court terme. Donc de ce point de vue-là, les conditions de marché actuelles, elles se rapprochent plutôt des conditions qu'on a connues en septembre 2023 que celles qu'on a pu connaître par exemple aux alentours de juillet 2024 ou avril 2025. Dans l'ensemble, les données pour les investisseurs à court terme, elles nous donnent un signal très intéressant, c'est-à-dire qu'on a un contexte de douleur qui est modéré à court terme et qui peut potentiellement ouvrir la voie à un creux local entre les 100 000 si on va chercher plus bas et qu'on capitule, et les 110 000 si on arrive à récupérer justement cette zone pour aller chercher plus haut. Donc ça, c'est pour le contexte à court terme
et la situation des derniers entrants. Dans l'ensemble, on est sur un point où il commence à avoir la tête sous l'eau, c'est pas encore critique, et il y a deux scénarios possibles. Soit on va chercher des valeurs un peu plus basses, et à ce moment-là, on a une capitulation à court terme qui serait saine et qui pourrait nous permettre d'avoir une nouvelle impulsion haussière, soit on reste là où on en est et on va chercher des valeurs plus hautes, et du coup on a un soulagement des investisseurs à court terme qui pourraient potentiellement repasser à l'achat. Dans les deux cas, c'est plutôt positif tant qu'on tient les 100 000 encore une fois. Si on va chercher en dessous des 100 000, pour moi, il faudra vraiment commencer à se poser des questions et à avoir un comportement, un money management un peu plus protectif. Voilà pour la première partie. Ensuite, on va se poser la question, mais maintenant qu'on sait ce que font les investisseurs à court terme et dans quelles conditions ils évoluent, mais qu'en est-il des investisseurs à long terme? Parce que les investisseurs à long terme, on le sait, ils peuvent avoir un impact assez significatif sur le marché. On en avait parlé, il me semble, il y a un mois ou deux, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas reparlé un peu des investisseurs à long terme. Et donc, je voulais refaire une petite session sur eux pour vous rappeler qu'ils ont un comportement actuellement qui est significativement important pour le marché du BTC, notamment au niveau de leurs dépenses. Donc, alors que les investisseurs à court terme, ils ont la tête sous l'eau, ils réalisent peu de pertes, les investisseurs à long terme, eux, ils ont accentué leur pression de vente durant la correction et ils ont distribué une part significative de leurs avoirs en profit. Comment est-ce que je peux savoir ça? Pour le faire, je vais vous expliquer qu'est-ce que ce graphique. Simplement, ce graphique, il mesure le pourcentage de l'offre des investisseurs à court terme qui est dépensé. On va prendre le total de l'offre des investisseurs à court terme, qui est à peu près équivalente à 15 millions de BTC, et on va mesurer jour par jour, en fonction de la chute potentielle de cette offre, eh bien, est-ce que les investisseurs à court terme ont dépensé? Parce que lorsque les investisseurs à long terme, dépensent une part de leurs avoirs, eh bien, ça fait chuter leur offre, ça fait que leur offre, elle devient un peu plus jeune et elle rentre dans l'offre des investisseurs à court terme. Donc, ce graphique nous permet de savoir à quel moment et à quelle intensité les investisseurs à long terme sont en train de dépenser. Comme nous pouvons le voir, on a eu plusieurs phases de dépenses assez intenses, notamment avec des bandes statistiques assez élevées, ici aux alentours du coup des périodes de volatilité qu'on a connues, notamment entre janvier et mars 2024, et aussi entre novembre et janvier 2025. Et en fait, depuis juillet, on a un comportement de dépenses pour les investisseurs à court terme qui est pas aussi fort que ce qu'on a connu durant les deux périodes précédentes, mais qui est quand même assez important pour qu'on puisse le souligner, notamment parce qu'ils ont pris des profits aux alentours des 120 000 au niveau du 14 juillet, Cocorico, la fête nationale, mais aussi parce qu'ils ont aussi pris des dépenses durant la correction aux alentours du 15 octobre, donc la semaine dernière. Donc si certains supposent que cette prise de profit, elle n'a pas d'impact sur le marché, il faut quand même rappeler que les volumes de vente des investisseurs à long terme, ils dépassent souvent les 10 000 BTC par jour. Donc ça peut clairement influencer de manière ponctuelle le cours du BTC, notamment à la baisse, parce que ça représente une pression de vente qui est assez importante dans l'ensemble. Et donc ce que le graphique ici nous montre, c'est que depuis le début du mois d'août, grosso modo, les investisseurs à long terme, ils font peser sur le marché une prise de profit d'intensité modérée, voire forte. Et ça explique en partie la stagnation du BTC dans la zone actuelle, entre les 110 000 et les 120 000 grosso modo, parce que les investisseurs à long terme sont en train de prendre encore une fois des profits. Et comme ils prennent des profits, et bien du coup, ça fait peser sur le marché une pression de vente. C'est pas qu'elle n'est pas nécessaire, c'est juste que c'est une pression de vente qu'il faut que le marché absorbe pour aller plus loin. Et donc, il faut qu'il y ait suffisamment de ventes pour apprécier, pour absorber cette offre, sachant que cette offre, elle peut représenter 10 000 BTC par jour, voire plus. Et c'est là que c'est très intéressant de comparer le comportement de dépenses, notamment ici, donc le comportement de dépenses en rouge des investisseurs à long terme, avec les flux nets des ETF que vous voyez ici en bleu. Donc ce graphique, il comporte trois données. Le prix, ça je ne vais pas vous faire un dessin. Ensuite, on a en vert et rouge l'offre des investisseurs à long terme, soit quand elle augmente, soit quand elle diminue. Et ensuite, en bleu, on a ici les flux nets des ETF, donc qui sont soit à l'achat, soit à la baisse. Soit à l'achat, soit à la vente. Et donc, qu'est-ce qu'on observe notamment sur l'action de prix récente? Eh bien, c'est que les flux de vente des investisseurs à long terme, qui d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, coïncident parfaitement bien avec ici les pics de dépenses. Donc, c'est clair que les pics de dépenses d'investisseurs à long terme sur le pourcentage d'offres dépensées, ils vont se retrouver clairement ici sur une baisse de leur offre. C'est plutôt logique, mais ça permet juste de faire un parallèle entre les deux graphiques. Et donc, on voit bien ici que les pics de dépenses, ils ont des chiffres quand même assez importants. Par exemple, là, sur 7 jours, c'est une moyenne sur 7 jours, on a 134 000 BTC qui sont dépensés par les investisseurs à court terme.
dans un contexte comme celui-ci, c'est difficile pour le prix d'essayer d'aller chercher plus haut parce que ça crée une pression sur les marchés spot qui est quand même significative. Donc, afin de mieux comprendre l'importance de cette pression de vente, le graphique qui est ici présent, il nous compare donc les volumes de vente hebdomadaires des investisseurs à long terme avec ceux des ETF spot. Et on voit bien qu'avec des volumes de vente qui dépassent les 80 000 BTC, notamment pour ce qui est récent, eh bien, il fait aucun doute que la pression de vente des investisseurs à court terme, enfin à long terme, je vais y arriver, la pression de vente des investisseurs à long terme LTH, elle représente actuellement un poids considérable que le marché doit absorber avant d'espérer une reprise haussière. Et encore, si on regarde d'un peu plus près, on se rend même compte que les ETF actuellement sont aussi en train de vendre. Donc là, on a double peine sur le spot. On a les investisseurs à court terme qui vendent un petit peu, mais surtout les investisseurs à long terme. Et en plus, on a les ETF. Et même si les ETF commençaient à racheter, on n'est pas certain que ce serait suffisant pour absorber la pression de vente des investisseurs à long terme. Donc voilà qui fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai nommé ce chapitre une dernière chance pour les BTC. C'est parce que d'un point de vue à court terme, on a quand même des zones d'opportunité qui sont intéressantes, notamment entre 100 000 et 110 000, et on pourrait avoir un bottom qui pourrait se former. Mais la condition qui va permettre à ce bottom potentiel de se former, c'est qu'il faut une diminution de la prise de profit des investisseurs à long terme, parce que sinon on va avoir beaucoup de difficultés à aller chercher plus haut. Voilà qui fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été claire comme d'habitude. Vous pourrez toujours consulter l'article directement sur le site de Cryptost. N'hésitez pas à aller y jeter un œil pour les petites annotations et tout ce qui a été tout ce qu'il y a à lire en fait dessus. Je sais que vous êtes plusieurs à apprécier aussi du coup ce format écrit. N'hésitez pas à nous soutenir directement sur la chaîne YouTube de Cryptost Academy pour apprécier nos analyses et les partager autour de vous. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, directement nous rejoindre chez Cryptost Academy pour avoir encore plus d'informations, être formé sur l'analyse technique, l'analyse fondamentale, l'analyse on-chain, l'analyse pourquoi pas Ichimoku, pour avoir accès à nos lives, à nos articles d'analyse qu'on publie toutes les semaines. Il y a quasiment un contenu par jour. N'hésitez pas à venir tester le produit si ça vous plaît. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, probablement la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Ciao, ciao.